Comment décarboner le bâtiment? Quels sont les matériaux d'avenir de la construction? Comment mieux trier les déchets de chantier? Quelles solutions face aux défis du confort d'été? Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Bâtir pour le climat, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la transition environnementale dans le secteur du bâtiment. Bâtir pour le climat est un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Je suis Carole Ferry, directrice des rédactions. Dans ce podcast, je reçois des professionnels du secteur de la construction durable. Ensemble, nous discutons de leur vision, de leurs projets à impact positif. Ils partagent leurs expériences, ils apportent un éclairage précieux pour vous aider à mettre en place des solutions concrètes. Très bonne écoute. Bonjour Marion Eschly. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Séquence, acteur majeur du logement social. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je souhaitais vous recevoir car le logement social fait figure de bon élève en matière de rénovation climatique, énergétique des logements. Selon la stratégie nationale bas carbone, il en faudrait 700 000 par an. Nous en sommes très très loin. Le parc privé a beaucoup de mal à décoller, on peut dire. Et ceux qui avancent le plus vite aujourd'hui, eh bien c'est vous, le parc social. Alors où en êtes-vous? Quelles leçons pouvons-nous tirer des expériences que vous menez? Qu'est-ce qui se révèle le plus efficace pour éradiquer les passoires thermiques, les bouilloires thermiques? C'est ce que nous allons voir. Et pour commencer, chez Séquence, vous avez plus de 100 000 logements dans plus de 300 communes en Île-de-France. Comment vous avez procédé pour évaluer les priorités ? Alors effectivement, c'est un enjeu énorme pour nous, la rénovation thermique des bâtiments, la réhabilitation. Nous avons des objectifs très ambitieux qui sont fixés, alors à la fois, vous l'avez rappelé, par la stratégie nationale bas carbone, mais aussi par notre actionnaire, Action Logement, qui a une stratégie très ambitieuse en termes de trajectoire carbone. Nous sommes un bailleur social et les bailleurs sociaux sont dotés d'un outil qui s'appelle le PSP, le plan stratégique de patrimoine, qui nous permet d'évaluer l'état de notre bâti. Alors on regarde plusieurs critères, on regarde l'état technique du patrimoine, au regard des fonctionnalités nécessaires pour loger nos locataires, son attractivité en fonction du quartier dans lequel il est situé, du niveau de tension de ces zones. Alors c'est vrai que pour un acteur comme Séquence qui est présent uniquement en Île-de-France. Il y a de la tension partout. Il y a de la tension partout. Et enfin, la rentabilité économique, parce que c'est aussi un élément qu'il faut qu'on regarde quand on mène des réhabilitations. Et grâce à tous ces indicateurs, on va les croiser. Vous avez des notes ou c'est pas Exactement. plutôt de se dire, OK, tout ce qui est en G, tout ce qui est en F, de toute façon, il va falloir... Alors, vous avez raison, j'allais y venir. Donc, ça, c'est nos premiers indicateurs. Donc, à partir du plan stratégique de patrimoine, on va identifier des priorités en termes de rénovation. À cela est venue se greffer aussi la réglementation en termes d'éradication de passoires énergétiques, etc. Alors, accélérer, mais ce n'est pas forcément toujours les mêmes bâtiments qui sont concernés. On peut avoir des bâtiments qui nécessitent une grosse réhabilitation et qui, pour autant, peuvent être en D, en E, donc une performance énergétique qui n'est pas totalement satisfaisante, mais qui ne va pas forcément être prioritaire par rapport aux passoires énergétiques en F et G. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces critères qu'il nous faut croiser. Et donc, effectivement, on a aussi cet objectif d'éradication des passoires. Parfois, ça va être la structure, par exemple, qui va être une priorité. Ça peut être la structure, ça peut être les réseaux. Des fois, on peut avoir des réseaux d'eau, d'assainissement qui ne sont pas forcément en très bon état. Et donc, pour nos locataires, ça peut être... peut-être plus inconfortable à vivre au quotidien qu'une performance énergétique moins bonne. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces critères qu'il nous faut croiser. Alors, vous avez des bâtiments qui datent d'époques très différentes. Est-ce qu'il y a des spécificités pour chaque période ? Alors, il y a certaines spécificités. Pour autant, chaque bâtiment est différent. Alors, par exemple, quand on réhabilite un bâtiment des années 30, souvent, c'est des bâtiments dans lesquels il n'y avait pas forcément de pièces d'eau ou des pièces d'eau très petites. Donc, on va avoir des enjeux de restructuration des pièces, de l'agencement. Pour l'accessibilité, voilà, handicap, l'accessibilité. notamment. Et puis même, on n'a pas tout à fait les mêmes manières de vivre. Maintenant, on a besoin de cuisine, de salle de bain, parfois un petit peu plus grandes que ce qu'on avait à l'époque. On peut avoir des bâtiments plus récents dont on se dit que ça va être plus simple à réhabiliter. Par exemple, du patrimoine des années 70 où on avait des volumes plus importants. Pour autant, parfois, c'est fait partie du patrimoine dans lequel on peut avoir d'autres problématiques comme l'amiante. Alors, on n'en a pas dans tous les bâtiments. Mais voilà, on a aussi ces spécificités-là qui vont faire que ça va nécessiter une attention particulière au moment de la réhabilitation. Ce besoin massif de rénovation en pleine période de dérèglement climatique, ça vous a un peu obligé à penser autrement les manières de construire. Quels sont les projets les plus parlants de ce point de vue-là ?
Alors, en fait, on croise plusieurs problématiques. On a à la fois des enjeux de rénovation urbaine, donc vraiment des réhabilitations qui vont nécessiter de revoir complètement un quartier, parce que quand on fait de la réhabilitation, on se pose aussi la question de la manière dont le bâtiment qu'on va rénover s'insère dans un quartier. Donc, des fois, ça peut nécessiter aussi de repenser l'aménagement. Donc, on a chez Séquence un certain nombre de gros projets de rénovation urbaine. Par exemple, le quartier du Blanc-Ménil, qui est le plus gros projet en rue en France. Et donc là, dans ce quartier, c'est vraiment une réhabilitation globale. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Pour donner des exemples peut-être plus spécifiques sur des enjeux de réhabilitation thermique et que nous allons aussi expérimenter dans le cadre de l'action collective que nous avons lancée récemment sur Nos villes à 50 degrés, pilotée par A4MT et accompagnée par l'université de la ville de demain. Et donc, dans ce cadre-là, notre objectif est de travailler sur les enjeux de confort d'été, puisque ce sont des enjeux... Alors, c'est vrai qu'on commence à en parler beaucoup. Pour autant, les solutions constructives, elles ne sont pas forcément évidentes à trouver. Donc, ça nécessite aussi de tester des solutions très concrètes. Dans ce qu'on a déjà testé, alors ça c'était même avant le lancement de l'action collective, nous avons par exemple la réhabilitation de la résidence L'Orme des Mazières à Draveil. Donc c'est une résidence de 600 logements dans laquelle on a par exemple testé le système du cool roof. Alors le cool roof, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de mettre de la peinture blanche sur les toits qui vont faire que des le pays bâtiment, chauds l'ont bien compris qu'il fallait Exactement. peindre en blanc. Exactement. Et alors c'est ça d'ailleurs qui est intéressant en Île-de-France, c'est que par rapport à d'autres endroits plus au sud, et même on a beaucoup à apprendre, je pense, des départements, régions d'outre-mer, c'est vrai qu'on a peut-être moins la culture de se protéger contre les chaleurs estivales. C'est vrai qu'en Île-de-France, il y a beaucoup de logements qui ne sont pas équipés de volets. Alors ça paraît bête, mais c'est quand même un élément important pour se protéger de la chaleur. Alors que dans le sud, on a l'habitude de fermer les volets la journée pour rafraîchir. Exactement. Et c'est vrai que moi, j'ai pu le constater même dans des réhabilitations récentes dans Paris. Il n'y a pas forcément encore toujours de volets. Donc, c'est vraiment une chose sur laquelle il faut qu'on travaille. Donc, je vous dis, dans ce qu'on a testé, ce système de cool roof à Draveil. Alors, le cool roof, il existe plein de solutions aujourd'hui. Vous en avez testé différentes. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins bien. Il y en a qui fonctionnent sur certains types de toits, pas sur d'autres. Alors pour l'instant, on en a testé une et pour être tout à fait honnête, il faut encore qu'on attende un petit peu pour avoir un retour d'expérience parce que toutes ces solutions-là sont pas encore un d'été peu nouvelles. On a déjà passé une période estivale, mais c'est vrai que pour mesurer le ressenti, il faut quand même avoir plusieurs années pour quand même voir un peu l'évolution des températures, la façon dont c'est ressenti aussi par les habitants, c'est un élément important. Alors peut-être un autre exemple que je peux vous citer, c'est une construction que nous avons réalisée à Bussy-Saint-Georges, dans la ZAC du Sycomore, une opération de construction de 45 logements et qui permet de coupler des modes de construction particulièrement exemplaires avec à la fois du béton, du bois, de la paille et qui permet aussi dans lequel on a travaillé aussi sur le confort d'été avec notamment tout simplement l'orientation des logements puisque 90% des logements que nous avons réalisés sur cette opération sont traversants ou avec une double orientation. Ça paraît très simple en le disant, mais ça va pas de soi dans les constructions existantes et le fait de créer des circulations d'air, ça contribue aussi à améliorer le confort estival. C'est de la conception bioclimatique avec de la ventilation naturelle. Est-ce que là, vous avez réussi à... Alors, encore une fois, c'est des opérations qui sont vous revenez dans un an, en fait. Exactement, mais voilà, c'est ça qui est encore un petit peu frustrant, c'est que je pense que on est dans une période où on teste plein de choses et malheureusement, on est encore un petit peu trop tôt dans ce qu'on teste pour pouvoir vraiment faire ces retours d'expérience. Est-ce que vous avez étudié la situation de vos locataires dont les logements ne sont pas adaptés aux vagues de chaleur ? Alors, on a effectivement réalisé, ça fait partie aussi des éléments importants pour mieux cibler les réhabilitations. On a effectivement réalisé une cartographie de nos logements en lien avec les travaux qui ont été faits par la région Île-de-France sur l'identification des îlots de chaleur. Et le fait effectivement de croiser la cartographie de notre patrimoine avec cette cartographie des îlots de chaleur, ça va aussi nous permettre de mieux cibler les bâtiments sur lesquels on va lancer des opérations de manière prioritaire. Sur les opérations que vous avez testées quand même, là où vous essayez d'avoir un peu de confort d'été, j'ai bien compris que vous n'aviez rien encore de très scientifique, mais est-ce qu'on a quand même des premiers résultats ? Est-ce que vous dites, OK, le cool roof, ça nous a quand même diminué la température de 2 degrés, 3 degrés en ressenti ?
Alors c'est difficile à quantifier en degrés, je sais, c'est un peu frustrant. Après, nous, on travaille aussi sur la combinaison de solutions. En général, quand on fait une réhabilitation, donc là, je donnais l'exemple du cool roof, mais on va essayer d'aller mixer plusieurs solutions qui vont se combiner, à la fois travailler sur la ventilation, travailler sur l'occultation, donc avec les fameux volets, installer des brasseurs d'air. Et donc, c'est vraiment la combinaison de ces solutions qui va permettre d'avoir un effet. Et donc, c'est ce qui est intéressant aussi dans l'opération qu'on mène avec nos villes à 50 degrés. Et dans le cadre de cette opération où, on va dire, on s'est un petit peu plus structuré en amont avec tous les partenaires avec lesquels on travaille, c'est-à-dire les autres bailleurs qui vont aussi réaliser des expérimentations, mais aussi les industriels. Là, on va vraiment faire des mesures. Et typiquement, si je prends l'exemple, on va tester du vitrage solaire. Là, on va vraiment faire en sorte d'essayer à 2 logements orientés de la même manière, d'essayer de voir ce que ça donne entre un logement équipé avec du vitrage solaire et un logement qui n'est pas équipé pour vraiment faire ces mesures. Malheureusement, on n'a pas encore les résultats. Comment fonctionne le vitrage solaire ? Alors, le vitrage solaire, c'est un vitrage qui va en fonction de la chaleur avec un matériau qui va permettre d'absorber la chaleur et de moins la laisser traverser que s'il n'y avait pas ce traitement. En fait, c'est un traitement du verre qui permet de moins entrer la chaleur. Dans ces expérimentations dans ce programme Nos villes à 50 degrés, l'idée c'est vraiment de travailler tous ensemble, collectivités, bailleurs sociaux, promoteurs, bureaux d'études, entreprises de travaux. Enfin, c'est vraiment une solidarité et un partage des informations. Vous êtes confronté à une situation qui finalement que la construction n'a jamais connue. Effectivement, on est dans une période qui est très complexe pour des raisons que vous connaissez, à la fois économiques, d'augmentation du coût des matériaux, une situation complexe pour les promoteurs. Et dans ce contexte difficile, je pense que les bailleurs, ils ont vraiment un rôle à jouer, et plus particulièrement les bailleurs sociaux. Alors, on a aussi la responsabilité, notre spécificité, c'est qu'on est propriétaire de notre parc. Et c'est un parc que nous avons dans la durée, parce que quand on construit un logement social, il y a un système d'agrément où on construit un logement qui a vocation à rester social dans la durée. Et en plus, on loge des gens qui sont des personnes plutôt fragiles avec des revenus modestes. Donc on a aussi la responsabilité à la fois de l'entretien de ce parc dans la durée, mais aussi pour nos locataires de limiter le coût à la fois du loyer, mais aussi des charges. Et on sait que les charges, elles sont aussi liées à la performance énergétique. On en parlera. Mais surtout, c'est tester des choses par rapport à cette adaptation du bâtiment au dérèglement climatique. Ça, c'est quand même très nouveau. Depuis plusieurs années, on avait surtout la sensibilité au bilan carbone. Je pense que ça, c'est quelque chose qui était déjà bien intégré. Et effectivement, les questions d'adaptation ont été peut-être pris en compte de manière plus récente. Et on voit qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé ni le modèle économique, ni vraiment les techniques qui fonctionnent. D'où l'intérêt d'aller tester des choses nouvelles, de voir comment elles réagissent en combinaison les unes avec les autres, et d'aller s'inspirer aussi des bailleurs qui sont peut-être plus dans des régions du Sud et qui ont peut-être déjà testé des choses qui fonctionnent. Alors, est-ce qu'il y a des choses dont vous commencez à vous inspirer ? Typiquement, j'évoquais là l'exemple de l'orientation des logements. Alors moi, c'est quelque chose qui m'avait frappé parce que dans le groupe Action Logement, on a des bailleurs qui sont dans les régions d'outre-mer. J'avais eu l'occasion d'aller à La Réunion, dans la filiale d'Action Logement qui s'appelle la SHLMR, où ils sont très avancés sur ces sujets. Et c'est vrai que j'avais été impressionnée de voir un bâtiment, c'était à Saint-Denis, qui avait été vraiment construit avec une ventilation, vraiment en pensant cette idée de courant d'air, et qui faisait que 100 mètres de climatisation, on avait vraiment un effet de rafraîchissement au sein de cet îlot. Alors évidemment, il y a la question aussi, on n'en a pas encore parlé, mais la question de la végétalisation, ça c'est vraiment quelque chose qui est aussi très efficace. Alors la végétalisation, là aussi ça se fait pas n'importe comment, parce qu'il faut aussi aller choisir les essences qui vont être résistantes, qui vont pas forcément nécessiter beaucoup d'eau, parce que l'idée c'est pas non plus d'installer des plantes qui vont nécessiter d'avoir beaucoup d'arrosage en termes de effectivement aussi maîtrise de charge pour nos locataires. Et donc là on travaille beaucoup sur les types d'essences les plus adaptés à cette nouvelle donne climatique. Alors justement, ça faisait partie en effet de mes questions. Vous travaillez pas mal sur la végétalisation, indispensable aujourd'hui pour rafraîchir la ville. Quelles sont les essences que vous avez testées et qui vous paraissent les plus pertinentes, ou quels sont les modes de végétalisation qui vous paraissent les plus pertinents ? Alors, peut-être pour commencer par les essences. Alors bon, sans donner une liste exhaustive, mais on va aller rechercher des essences. Alors c'est vrai qu'en Île-de-France, on a la chance d'avoir un panel de végétaux relativement large. Donc ça, c'est déjà une chose très positive, parce que ça nous permet
d'avoir un panel de solutions assez large. Et donc, on va aller rechercher des essences qui sont résistantes, qui ne nécessitent pas forcément beaucoup d'eau. Et donc là, dans les exemples que je peux vous donner, le chêne vert, qui est un arbre méditerranéen, ou le micocoulier de Provence, qui supporte bien la chaleur, la sécheresse. Le micocoulier de voilà. Provence. L'érable de Montpellier aussi, qui est bien adapté dans les végétalisations qu'on a pu réaliser. Après, on peut parler aussi peut-être, là aussi pour donner quelques exemples d'arbustes ou de plantes. Alors, ça peut être la lavande, le romarin. Alors, c'est vrai qu'on voit que c'est pas mal des plantes méditerranéennes, mais c'est des plantes qui sont robustes, qui nécessitent peu d'eau. Donc, c'est par rapport à d'autres essences, on va plutôt aller chercher de ce côté-là. Et puis, peut-être en termes de mode d'entretien, on va aller chercher aussi des essences, des plantes qui vont nécessiter assez peu d'entretien, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important, de ne pas aller chercher des essences qui nécessitent de mettre de l'engrais, des intrants. Voilà. Donc, on va vraiment essayer d'aller créer des espèces de biodiversité aussi naturelles que possible, avec le moins d'entretien possible. La biodiversité, vous travaillez dessus ? Tout à fait, ça va tout à fait de pair avec ce que j'indiquais sur la diversité des essences. Donc effectivement, on va aller chercher les essences qui sont robustes, mais aussi d'essayer de les mixer entre elles pour recréer des lieux de biodiversité qui vont aussi faire venir les insectes et recréer un petit peu de nature en ville, même si c'est pas forcément toujours très simple. Est-ce que vous commencez à travailler aussi sur la gestion de l'eau ? Ça devient le nouveau sujet prioritaire ? Alors tout à fait, c'est un enjeu, je pense, qui n'est pas encore assez pris en compte, mais on voit effectivement que ça devient de plus en plus indispensable de se pencher sur ces questions. Dans la gestion de l'eau, alors il y a plusieurs sujets. Il y a effectivement la façon dont on va faire en sorte d'avoir besoin le moins possible d'eau. Donc là, c'est un travail assez classique, mais de veiller à ce qu'on n'ait pas de fuite dans nos réseaux, à ce qu'on ne gaspille pas l'eau. Donc ça, c'est un élément important. Ça peut être des choses qu'on va mesurer. Je parlais au début de l'entretien du plan stratégique de patrimoine. On va pouvoir, via cet outil, récupérer des données sur la consommation en eau, qui vont parfois permettre d'identifier des zones où on a des surconsommations qui signifie peut-être qu'il y a des fuites à un endroit. Donc ça, c'est déjà un premier axe. Un deuxième axe en lien avec la biodiversité, c'est le travail sur la conception des espaces extérieurs de nos résidences, avec des systèmes, alors vous savez, on appelle ça des noues, donc c'est des petits fossés végétalisés qui vont drainer les eaux de pluie et faire en sorte que ces eaux, plutôt que d'être perdues, elles vont arriver dans les endroits où on a besoin d'arroser les plantes et de les orienter vers le bon endroit. Et puis, c'est aussi des réflexions, alors là, qui sont plus complexes, parce que ça nécessite aussi de travailler sur des sujets réglementaires, travailler sur les circuits, les réseaux d'eau, pour essayer de faire en sorte de réemployer les eaux des habitations. Alors bon, vous savez qu'il y a beaucoup de réglementations en termes sanitaires, parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, mais il y a des premières choses qui commencent à être testées, et donc moi, je pense que c'est une piste importante. Alors, on n'a rien testé chez nous encore, mais en tout cas, je sais qu'il y a un bâtiment du village des athlètes des Jeux Olympiques qui avait été conçu comme ça, avec un système qui permet de réutiliser les eaux grises d'une résidence pour les purifier et puis les réutiliser dans le circuit. Pour l'instant, on ne peut pas le faire sans dérogation. C'est pas généralisable, mais en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment des pistes qu'il va falloir qu'on étudie sérieusement. Et sur la récupération des eaux de pluie ? À ce stade, nous, on le fait surtout pour l'utilisation des espaces verts de nos résidences. Ça, vous le faites déjà beaucoup ? Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Alors, beaucoup, encore une fois, c'est des choses qui se mettent en place progressivement, mais vraiment avec... Alors, je peux vous citer un exemple d'une résidence qu'on vient de livrer à Gennevilliers, dans le quartier Brennus, où, alors, c'est une opération exemplaire à plein de titres, parce que nous avons aussi réalisé le premier bâtiment, c'est une première mondiale en béton 100% recyclé, mais nous avons également installé dans nos espaces verts
Donc, ces systèmes de noues qui permettent vraiment, en contournant les immeubles, de drainer les eaux pour en assurer la meilleure récupérabilité pour les usages du bâtiment. Alors, ça ne couvre pas tous les usages du bâtiment, mais en tout cas, ça permet vraiment d'économiser la ressource. Le bâtiment 100% béton recyclé, Ça existe, hein. ça marche, ça a été compliqué? Alors ça a été compliqué, mais passionnant parce qu'on a travaillé, moi je crois beaucoup au fait de mettre en commun les énergies collectives. On a travaillé dans un partenariat avec Holcim. C'est une première et c'est aussi un prototype. Puisque nous, notre objectif, c'était de démontrer qu'on pouvait techniquement fabriquer un immeuble en béton 100% recyclé. Et donc, nous avons démontré que c'était possible et nous avons même réussi à obtenir une ATEX, donc une attestation technique de la part du Centre scientifique et technique du bâtiment, voilà, donc qui démontre le fait que ce mode de construction est possible. Alors, ça a été possible dans un contexte particulier, en travaillant de manière très étroite avec Holcim, en lien avec une usine Holcim qui était située à proximité, donc qui a permis vraiment de recycler le béton et de le réutiliser en circuit court, on va dire. C'est une opération clairement qui est très coûteuse aujourd'hui, qui ne trouverait pas de modèle économique. Néanmoins, ce qui nous paraissait très intéressant, et c'était vraiment ça l'objectif de cette expérimentation, aujourd'hui, dans les bâtiments, on a le droit d'utiliser, j'ai plus exactement le chiffre précis en tête, mais ça doit être 4 à 5% de béton recyclé. Et donc là, l'objectif, c'était de montrer que on peut faire un bâtiment en béton 100% recyclé, ce qui veut dire qu'en fait, on pourrait aller peut-être jusqu'à 10-15% de béton recyclé dans un bâtiment. Donc c'était ça vraiment notre objectif. Évidemment, ça nécessite de travailler avec des partenaires, des industriels qui savent recycler ce béton. Donc c'est en ça que nous, je trouve qu'on a une responsabilité aussi en tant que bailleur social, puisque on a un parc important, des objectifs de construction, de réhabilitation importants. Pour une entreprise comme Séquence, on a des objectifs très ambitieux qui sont fixés par Action Logement, puisqu'on doit construire 4000 logements par an et réaliser 4000 réhabilitations par an. Et donc moi, je pense qu'on a aussi la capacité de donner la visibilité nécessaire à des industriels pour les aider à développer des nouveaux procédés qui pourront ensuite être dupliqués pour d'autres bailleurs, des collectivités, d'autres structures. Vous dites qu'il n'y a pas vraiment de modèle économique. C'était combien le surcoût à peu près? Alors, je ne peux pas vous donner le chiffre précis parce que l'opération... Non, un pourcentage, une fourchette. Honnêtement, je ne l'ai pas là. Ça a coûté très cher. Ça a coûté très cher. Et nous ne pouvons pas faire tous nos bâtiments en béton 100% recyclés. Mais en tout cas, on était très fiers chez Séquence de porter cette innovation. Vous avez d'autres innovations comme ça en partenariat avec des industriels? Alors, je peux vous citer aussi un autre exemple qui me semble particulièrement intéressant. Nous avons mené dans le quartier de la Fontaine-Bertin à Franconville. Et donc là, nous avons travaillé avec Saint-Gobain, là aussi sur du recyclage de matériaux. Donc là, on a travaillé sur les vitrages. Donc on a réalisé un circuit complètement en boucle fermée où nous avons déposé les vitrages du bâtiment que nous étions en train de réhabiliter. Nous avons recyclé les matériaux et nous les avons réutilisés. Donc là aussi, c'était vraiment plus du réemploi. Là, on est plutôt sur du réemploi, effectivement. Parce que vous n'avez pas fondu le verre, vous l'avez réutilisé, On a en partie déposé, reposé, mais on a aussi, dans le processus, on a séparé les matériaux autant que ce qui était possible. Et ensuite, il y a quand même un processus de transformation des matériaux qui n'ont pas tous été réutilisés à l'identique. Du réemploi, vous en faites justement? Alors, on en fait un peu, on n'en fait pas encore assez à notre goût, mais en tout cas, ça fait partie dans notre stratégie climat. C'est vraiment un des piliers forts. À chaque fois qu'on lance une opération de réhabilitation, de vraiment réfléchir à ce qu'on peut faire en matière de réemploi. Alors après, la difficulté qu'on a sur le réemploi, c'est aussi la question du stockage, de la boucle qu'on va réussir à créer dans un écosystème, parce que faire du réemploi pour envoyer les matériaux à 1000 km, ça n'a pas forcément de sens non plus. Donc il faut vraiment réfléchir à chaque fois, chaque localement. projet est différent. Et vous, ça tombe bien, vous êtes essentiellement en Île-de-France, donc vous pouvez faire d'une résidence à l'autre. Alors, je pense on a sans doute plus de possibilités, effectivement, parce qu'on a du fait du nombre de logements importants. Néanmoins, il faut aussi trouver les industriels avec lesquels on va travailler. Pour l'instant, c'est pas industrialisé chez vous. Disons que nous, on est maître d'ouvrage, donc nous, on peut impulser des choses. Après, il faut trouver des gens qui vont savoir faire et qui vont savoir traiter ces sujets-là. Donc c'est vrai qu'avec des partenaires comme on a fait
avec Holcim ou Saint-Gobain, c'est des partenaires qui ont déjà une force de frappe industrielle importante, qui ont cette envie aussi de pousser ces sujets. À ce stade, c'est pas forcément évident de le faire avec tout le monde. Mais en tout cas, c'est notre souhait. Et quelle est l'acceptabilité de la part de vos locataires quand on a du béton 100% recyclé, quand on a du réemploi? Alors, en tout cas, on n'a pas eu de plainte. Moi, je pense que c'est surtout... je peux vous parler de l'opération à Gennevilliers parce qu'on l'a inaugurée il y a une dizaine de jours. Moi, j'ai plutôt vu chez les locataires un sentiment de fierté parce que c'est quand même pas rien, je trouve, d'habiter dans un immeuble qui a un démonstrateur industriel. C'est quand même une première mondiale. Donc, moi, je crois plutôt à la façon dont on peut valoriser ces innovations-là pour vraiment en faire un élément de fierté pour nos locataires. Côté énergie, on parlait du problème de la facture de vos locataires. Est-ce que vous mettez en place, par exemple, de l'autoconsommation? Alors, l'autoconsommation, on n'est pas forcément, je pense, les plus avancés sur le sujet. C'est vrai que les panneaux solaires, on a une communauté de bailleurs sociaux au sein du groupe Action Logement. Et c'est vrai que tout ce qui est panneaux solaires, on a plutôt des filiales qui sont dans le sud de la France qui sont un peu plus avancées. Par contre, un sujet sur lequel on est en train de travailler, c'est les micro-réseaux de chaleur. On cherche vraiment systématiquement, à chaque fois qu'on réalise une construction, une réhabilitation, à aller se raccorder à un réseau de chaleur urbain. Et quand on n'en trouve pas, on essaie de créer des micro-réseaux de chaleur avec un système de tiers financeurs. On le lance par exemple dans un quartier qu'on est en train de réhabiliter à Louvre. Et donc là, on va lancer un appel à candidature pour trouver un opérateur qui va venir nous proposer une solution d'énergie et qui va venir exploiter le réseau. Donc nous, notre objectif, on fixe des critères. Le critère, c'est qu'on n'ait pas d'énergie fossile, qu'on ait un niveau de facture pour nos locataires qui soit acceptable. Et ensuite, on laisse à l'opérateur la possibilité de nous proposer un type de réseau. Donc ça peut être de la géothermie, d'autres choses qu'il pourra Alors la géothermie, d'un point de vue de la facture, c'est quand même pas le plus économique. Alors, ça se travaille avec un opérateur. Enfin, en tout cas, nous, c'est dans nos critères. Et on croit aussi au fait que, en étant bailleur, on a aussi un nombre de logements relativement important dans ce quartier. Et on va pouvoir créer un effet d'entraînement, l'objectif, c'est d'attirer un opérateur de ce réseau et de faire en sorte qu'il y ait peut-être les voisins d'autres logements ou des bureaux situés à proximité qui viennent se raccorder aussi à ce réseau. Donc là, encore une fois, on essaie d'être à l'initiative de choses nouvelles. Quel type de chauffage vous privilégiez en dehors de ces tests sur des micro-réseaux de chaleur? Est-ce que les chaudières à gaz, vous en faites encore parce que vous croyez au gaz vert? Alors, on essaie d'éviter. Après, il y a certains cas, alors c'est plutôt des projets qui ont été initiés il y a quelques années où il peut y avoir encore un petit peu de gaz. Après, on essaie quand même d'éviter, même si c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité d'avoir du gaz vert. Nous, on essaie quand même d'être plutôt sur de l'énergie 100% décarbonée, de se raccorder aux réseaux de chaleur urbains qui deviennent de plus en plus décarbonés. Donc voilà, on est plutôt vraiment à aller vers des énergies renouvelables. Les packs collectives, vous avez tenté aussi? On en a testé, c'est pas ce que vous avez retenu. Non, c'est pas forcément ce qu'on fait le plus. Nous, c'est vraiment on privilégie réseau de chaleur urbain, c'est vraiment notre objectif privilégié quand c'est possible. Est-ce que vous avez envisagé de déconstruire pour reconstruire plutôt que de rénover, ou est-ce que c'est vraiment fini les grandes tours qu'on voit s'effondrer? J'ai envie de dire, ça dépend vraiment du projet. Alors moi, je pense pas forcément que ça soit mal de démolir, puisque un projet, avant d'être un projet de réhabilitation d'un bâtiment, c'est d'abord un projet urbain. Donc il peut y avoir des cas où il y a un sens à démolir des bâtiments. En général, quand on le fait, ça s'intègre dans un projet pour le quartier. On va pas, quand on a 5 immeubles dans un quartier, on va pas tout démolir, tout reconstruire. Par contre, ça peut avoir du sens d'aller démolir un immeuble pour le densifier déconstruire un endroit. peut-être plutôt que de le démolir. Oui, pour essayer de voir justement si on peut si on peut récupérer réemployer. quelque Alors, chose. on le fait quand on peut. Alors là, le dernier exemple que j'ai en tête, qui est dans un quartier à Valenton, dans le Val-de-Marne, on n'a pas forcément pu tout réemployer. Mais encore une fois, c'est vraiment du cas par cas et on regarde tous les aspects. Il y a l'aspect vraiment
intégration dans l'espace urbain, il y a l'aspect réemploi des matériaux, donc on essaie de conjuguer tout ça. Donc vraiment, chaque projet est différent. A contrario, je peux vous citer un autre exemple, l'immeuble du Gai Logis, qui est situé à proximité du Stade de France, qui est un immeuble HBM relativement ancien, dans lequel on avait justement cette problématique d'avoir des petites pièces d'eau. Et là, on n'a rien démoli, on a tout restructuré en interne parce qu'on a trouvé des solutions techniques. Donc voilà, chaque projet est vraiment différent. On travaille aussi beaucoup avec les collectivités territoriales sur des projets de réhabilitation comme ça. C'est vraiment essentiel qu'on travaille avec les élus, avec les habitants pour trouver le projet qui va faire sens pour tout le monde. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment, chaque projet est différent. Au final, en 2030, on aura un parc social beaucoup plus efficient que le parc privé. Ah, mais je crois que c'est déjà le cas aujourd'hui quand on regarde Oui, mais l'écart sera encore plus important, disons. Alors, c'est pas l'objectif. Moi, j'espère que justement, avec toutes les actions qu'on va pouvoir mener, moi, j'espère que le parc social sera précurseur et qu'on va pouvoir justement, par notre force de frappe, inciter les industriels à développer plein de solutions qu'ils vont pouvoir ensuite aller développer dans le parc privé. Mais c'est sûr qu'on a une possibilité de déployer des solutions qui est forcément plus importante que dans le parc privé. Et tout simplement parce que dans le parc privé, notamment quand vous êtes dans des immeubles, vous êtes en copropriété. Et c'est vrai que quand vous êtes en copropriété, ça nous arrive aussi en étant bailleur social. C'est souvent beaucoup plus difficile de se mettre d'accord pour lancer des travaux. Et à mon avis, c'est ça la première mais limite. ça, c'est certain, c'est certain. Mais c'est vrai que vous avez cet avantage de pouvoir créer une dynamique. Exactement. Et je pense que ça fait partie de notre rôle aussi en tant qu'acteur social. Est-ce qu'une fois les travaux terminés, vos locataires voient l'impact des travaux réalisés? Quand vous mettez en place du confort d'été, quand vous faites diminuer la facture, etc., est-ce qu'il y a un ressenti positif à la fin? Oui, alors le ressenti est globalement souvent positif. Après, il y a toujours un enjeu quand on lance des travaux, ça crée quelques nuisances et puis ça peut modifier. Moi, j'ai en tête une réhabilitation pourtant très très belle que nous avions faite au Lilas. Nous avions installé des balcons. Enfin, vraiment, le résultat est magnifique. Bon, mais du coup, il y a des gens qui trouvaient quand même que ça faisait des nuisances sonores parce qu'après, il y avait des gens sur les balcons. Voilà. Donc, il y a toujours des gens qui trouvent qu'il y a des aspects négatifs, mais globalement, je pense qu'il y a quand même un impact très positif. Et puis, ça valorise la résidence. Ça montre aussi aux locataires qu'on prend du temps, on investit pour entretenir leur logement. Donc, je pense que c'est de toute façon un retour positif pour les locataires. Quels sont les prochains grands chantiers que vous vous fixez pour le logement social ? Alors, les grands chantiers à l'échelle de Séquence, déjà, je pense que c'est de poursuivre sur notre lancée. On l'a évoqué pendant cet entretien. On a lancé plusieurs expérimentations, innovations. L'objectif maintenant, c'est de voir ce qui fonctionne et d'essayer de le massifier quand ça fonctionne. Donc, tous ces expérimentations vous pensez pouvoir faire un petit bilan quand, de voir ce qui peut être massifié ? Alors, ça se fait forcément au fil de l'eau. Typiquement, le béton 100% recyclé, maintenant qu'on a vu que ça coûtait très cher. Ça coûtait très cher, mais je pense que ça, on va pouvoir rajouter des objectifs d'incorporer un peu plus de béton recyclé dans nos constructions. Les tests qu'on lance là, dans le cadre de nos villes à 50 degrés, l'idée de se dire que peut-être systématiquement dans nos réhabilitations, on va mettre des volets, dans nos constructions neuves, on va aussi installer ce type de protection, réfléchir aussi en fonction de la cartographie qu'on aura pu faire sur les îlots de chaleur en Île-de-France, de réfléchir sur des brasseurs d'air, travailler sur l'orientation aussi des logements. Donc ça, c'est des choses de toute façon, on est obligé de faire en marchant. On ne va pas pouvoir tout stopper et se dire maintenant on fait ça, on fait ça. En fait, à chaque test qu'on fait, quand ça fonctionne, on rajoute des éléments dans nos constructions neuves et nos réhabilitations. À titre personnel, Marion Eschly, à quand remonte votre engagement en faveur de la transition environnementale ? Alors moi, j'ai envie de dire que ça vient de mon éducation, parce que déjà, j'ai des parents qui sont ingénieurs agronomes, qui ont toujours été très sensibilisés sur ces sujets. Et en plus, je viens du sud-ouest de la France, où on a toujours eu, même pas que les 10 dernières années, des étés très chauds avec des restrictions d'eau. Et donc, moi, j'ai toujours été sensibilisée à la rareté des ressources et à la richesse que ça représentait de ne pas gaspiller les ressources naturelles. Donc, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Très bien. Un grand merci Marion Eschly, directrice générale de Séquence, d'être venue nous parler de l'adaptation du logement social. Merci à vous. Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtir pour le climat, un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Abonnez-vous, partagez l'épisode avec votre entourage et laissez un commentaire sur votre plateforme préférée. Bâtir pour le climat, c'est aussi le nom de l'événement pour lequel vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site bâtirpourleclimat.com. À très bientôt pour un nouvel épisode.